Oui, voilà, c'est toujours encore moi, Belifrey David Brana, votre serviteur à la pédagogie. Nous venons encore cet après-midi pour continuer avec notre sujet sur la déontologie. Et je pense que c'est avec cette leçon que nous allons s'arrêter aujourd'hui sur la déontologie. Comme on a vu avec vous la semaine dernière, on a vu que la déontologie, c'est la base de la pédagogie. Quand un enseignant n'a pas la déontologie, il est impossible pour lui de transmettre des connaissances. Parce que la déontologie doit être à la base de tous les apprentissages. Donc je reviens encore aujourd'hui pour vous parler toujours de la déontologie. Nous allons passer dans d'autres étapes. Donc, nous allons faire un peu, la vérification des prérequis de ce qu'on a vu sur la vidéo précédente. On a essayé de voir que la déontologie, pour qu'elle soit bien complète, il doit être composé de 3 éléments qui sont 1. Il nous a parlé de la bonne technique de travailler. 2. La meilleure façon de faire. Et 3. On nous a parlé de mesures à suivre. Dans les mesures à suivre, on a essayé de voir avec vous que l'habillement, c'est l'image qui reflète un enseignant. Et on a dit aussi qu'un enseignant a de la responsabilité envers ses apprenants. Quelle est cette responsabilité qu'un enseignant a envers ses apprenants? Il ne peut pas avoir de relation conjugale avec les apprenants. Donc aujourd'hui, nous allons voir notre partie d'aujourd'hui. Nous allons commencer sur les zones des compétences. Les zones des compétences. Les zones de compétences ici, ce sont des zones d'habitation. Maintenant, un endroit où un enseignant vit, ce qu'on appelle pas la zone des compétences. On dit ici qu'un enseignant, dans sa zone de compétences, l'instituteur ne doit pas être sale. Un point, nous allons parler sur l'application envers les enfants. L'application envers les enfants. On nous dit ici, les problèmes sociaux ne doivent pas être déchargés à l'école. Ici, je prends un exemple d'un monsieur ou bien d'une dame qui a des problèmes avec son mari à la maison. Il est tellement énervé, il arrive à l'école, il prend tous ses problèmes sociaux, il vient décharger ça à l'école. Il commence à taper des enfants n'importe comment, il commence à prendre ce qui s'était passé à la maison, il vient décharger ça à l'école. Non. Donc cela, ça montre que la personne n'a pas compris la déontologie. Une personne qui a bien fait sa déontologie, quel que soit le problème que tu peux avoir à la maison, il doit laisser ses problèmes à la maison. Il arrive à l'école, il doit changer l'humeur. Et il doit changer pour adopter une humeur agréable. Lorsqu'il se mettra devant les apprenants verront qu'une personne est normale. Mais quand tu es énervé, ce n'est pas normal pour un enseignant. Ce n'est pas seulement ça. On veut dire ceci. Aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a beaucoup d'enseignants qui s'habillent d'une manière qui n'est pas bonne. Je prends l'exemple de dames. Les dames qui viennent parfois enseigner en collant, il n'a pas mis par exemple de fouloir, ce n'est pas normal. La déontologie nous oblige aussi à faire quoi? À couvrir notre tête pour les femmes. Pour les hommes, ils doivent bien s'habiller et bien se coiffer. Et 3, nous allons parler de notre point, le comportement de l'enfant. Le comportement de l'enfant. Le comportement, ici, on peut parler de la psychologie, la morale de l'enfant. On nous dit, l'enfant est le premier inspecteur pour juger la bonne et la mauvaise capacité de son encadreur. Donc, il faut se rendre compte, il faut savoir que lorsque tu te tiens devant les apprenants, l'apprenant ou bien l'enfant est le premier inspecteur pour juger la bonne et la mauvaise capacité de son encadreur. L'enseignant, il doit bien transmettre ses connaissances et il doit bien respecter la déontologie parce que son image, son comportement est là pour juger ses capacités par rapport de ce que tu fais, par rapport de ton comportement, de ta façon d'être, ta façon de vivre, ta façon de se comporter, tu peux aussi gagner. Tellement colérique, il ne faut pas aussi être très gentil. Un enseignant n'est pas colérique, il n'est pas gentil, mais il est au milieu. Il y a un certain moment pour la motivation, tu peux faire sourire les enfants, mais pas à tout moment. Sinon, tu vas rater et ils vont te manquer de respect ou bien ils vont faire des choses qui ne sont pas bonnes. Merci. On nous dit
Et c'est là, nous devons leur tenir au même pied d'égalité. Comme l'apprenant est le premier inspecteur pour juger la bonne et la mauvaise capacité de son encadreur, nous, notre devoir, c'est de les tenir, de le faire tenir au même pied d'égalité. Donc je dois prendre tous les apprenants de la même façon, quel que soit un enfant d'un ministre, quel que soit un enfant de celui qui ne fait rien. Tous, lorsqu'ils viennent à l'école, nous devons le mettre au même pied d'égalité. Il ne faut pas faire l'indifférence. Par exemple, tu aimes un enfant, l'autre, tu le méprises. Non, quand tu méprises un enfant, il faut savoir que tu es en train de détruire sa morale. Et à ce moment-là, il ne pourra même plus comprendre ce que tu es en train de dire. Et d'autres enseignants parfois utilisent des termes, par exemple, quand un enfant n'arrive pas à travailler, il l'insulte et il dit tu es idiot, tu es bête, tu es bête. Et ainsi longtemps que tu fais cela, l'apprenant va concevoir cela, il doit prendre cela. Il va commencer maintenant à valer cela en disant je suis idiot, jusqu'à ce que ce mythe devienne une réalité. Il va croire que le idiot, à ce moment-là, il va plus comprendre. Donc notre objectif, c'est de forcer les apprenants à bien travailler. Même quand ils ne travaillent pas bien, il faut toujours le pousser par les encouragements. Tu travailles bien, fais encore des efforts, de tout ça, ainsi de suite. Et l'enfant arrivera à faire encore quelque chose de mieux. On dit la correction. La correction aussi, c'est un point très capital de la correction. La correction, ici, on prend la correction lorsque, par exemple, tu as fait ton évaluation et à la fin de la leçon, tu as toujours l'évaluation. Tu mets l'évaluation et à la fin, il faut la correction. La correction là peut être collective ou bien individuelle. Maintenant, la correction, quand monsieur prend le cahier, prend par exemple le feuille pour corriger, on nous dit la correction a pour but d'améliorer le travail de l'enfant. Elle ne doit pas être spécifique. À ce moment-là, le point ne doit pas être spécifique, imaginaire. Par exemple, je pense, oui, si je mets 8, si je mets 6, si je mets 5, non, ce n'est pas ça. Je dois être sûr de ce que je mets. Ce que je fais et ce que je donne à ce moment-là, ça amènera à la bonne façon de travailler. Donc, il ne faut pas être spécifique parce que cet enfant, je l'aime, je donne beaucoup de notes. Celui-là, je ne l'aime pas, je mets un peu. Non, ce n'est pas ça. Donc, il faut tout mettre les apprenants au même pied d'égalité. Elle ne doit pas être spécifique. Pendant cette correction, la motivation doit être valorisée par l'enseignant pour encourager à mieux faire. Pendant cette correction, je corrige par exemple les feuilles ou bien le cahier des apprenants. La motivation doit être là pour encourager. Un enfant qui a bien travaillé, qui a trouvé 10, on peut l'applaudir, on peut l'encourager, le féliciter pour que ça lui encourage encore à bien travailler et à bien s'avancer dans ce qu'il veut faire et à faire encore mieux de plus. Donc la motivation est élément capital. Pas de bravo, pas quoi que ce soit, de félicitations. Ça poussera aussi des enfants à se conquérir, à faire au moins à chercher à travailler tellement dur pour dépasser l'autre. Et la concurrence là poussera les élèves à bien travailler et à bien maîtriser les apprentissages. C'est un peu ça. Nous passons. On nous dit, pendant les cours, l'enseignant doit commenter ou pimenter sa leçon. Pendant que je suis en train d'enseigner, j'enseigne parfois une leçon sur l'histoire. Par exemple, j'enseigne une leçon sur l'histoire, sur le royaume Téké. Donc quand je suis en train d'enseigner, il faut se rendre compte que je suis un enseignant. Je dois faire comme si je rentre dans l'histoire. C'est comme si j'étais aussi dans l'histoire. Je dois pimenter, essayer de commenter pour amener le goût, le bain de la leçon. Je dois pimenter, je dois ajouter des éléments et qui feront que la leçon soit vraiment stable. Lorsqu'il y a la motivation, les élèves ou bien les apprenants eux-mêmes vont sortir le jeu retien. Donc quand le jeu retien sort des apprenants, à ce moment-là, ils vont bien capturer ça et bien maîtriser cela. Donc il faut toujours faire animer la salle, pimenter, commenter, faire beaucoup de choses. La motivation, ça mènera la leçon à être vraiment agréable. Comme je l'ai toujours dit, ou bien je le confère, que la salle de classe n'est pas un bloc opératoire, mais plutôt un bloc d'accouchement. Voilà, pour conclure, c'est la déontologie. Sur notre chapitre, nous allons retenir des éléments très capitaux, comme la bonne technique de faire, la meilleure façon de faire et les mesures à suivre. Quand un enseignant vient devant les apprenants, chers enseignants, et toujours votre montre, n'amenez pas à l'école le téléphone digital.
au point où tu amènes par exemple un Android, un iPhone à l'école. C'est pas normal. Au moment que parfois tu es en train de manipuler ça, les élèves, ils sont tellement attirés dans ces choses. Ils suivront plus peut-être la leçon, mais ils vont suivre, comment ça s'appelle, ce que tu es en train de faire. Parfois le téléphone, et ça mènera beaucoup de choses à l'école, et d'autres peuvent aussi déranger les parents aussi à les acheter, et ce n'est pas normal. Donc faisons tout possible pour éduquer nos enfants et les instruire vraiment pour que demain ils nous remplacent. Ce sont des cadres de demain. Nous devons bien travailler pour que les apprenants puissent nous remplacer demain. Comme je l'ai toujours encore dit, que le premier, c'est le fondement ou c'est la mère de toute connaissance. Sans le premier, il n'y aura pas de cadre de demain. Sans le premier, il n'y aura pas de collège. Donc, quand un enfant a bien maîtrisé, quand un enfant a compris le premier, il y aura la facilité de bien maîtriser aussi le collège, lycée etc. Mais quand un enfant a raté le premier, c'est fini pour lui. Et si vous remarquez aujourd'hui, beaucoup des apprenants qui ont des difficultés au collège, au lycée, à l'université, c'est parce qu'ils ont raté le fondement. Ils ont raté le premier. Donc nous devons veiller à ce que un enfant soit capable de comprendre le premier, de maîtriser. Ce n'est pas nos façons de faire que un enfant maîtrisera. Parce que c'est eux qui sont nos images. On reconnaît la capacité d'un enseignant, c'est pas son apprenant. Donc c'est là qu'on va s'arrêter. Comme je le disais, que on ne va pas énumérer tout le point, mais on va prendre le point essentiel, le point nécessaire qui seront vraiment importants pour notre formation. Merci beaucoup, je m'arrête là. À la prochaine.